Avons-nous besoin d'un maître? Quel est le rôle du maître sur le sentier initiatique, c'est-à-dire le sentier qui nous conduit vers nous-mêmes? C'est paradoxal, mais nous allons en parler. Donc je vais aborder ma position sur ma perception sur et mon expérience sur ce domaine. Et nous allons commencer par faire un état des lieux de notre réalité intérieure, notre fonctionnement, comment nous fonctionnons, quels sont les leviers qui nous amènent à nous comporter de telle ou telle manière et à percevoir le monde de telle ou telle manière, par le jeu des pensées, par le jeu des émotions, par le jeu des sensations. Comment un sentier peut-il nous conduire vers nous-mêmes si nous y sommes déjà? C'est justement tout le problème. Je vais aborder dans un deuxième temps le piège du New Age et ses conséquences aujourd'hui sur cette notion d'initiation et les dangers que représente le New Age pour quelqu'un qui a vraiment une aspiration à se retrouver lui-même, à se connaître lui-même, à retrouver son essence véritable. Dans un troisième temps, pourquoi un maître est-il nécessaire? Nous aborderons dans un quatrième temps la notion d'essence et de personnalité et tout ce que cela implique. Puis la notion de savoir et d'être et d'un développement qui doit être harmonieux entre le savoir et l'être, mais pas le savoir au sens où on l'entend, une autre forme de savoir. Et nous allons insister sur le rôle fondamental du maître, les trois piliers qu'il nous apporte pour ce développement intérieur, cette reconnexion de notre conscient ordinaire avec la conscience que nous sommes et avec laquelle nous sommes venus au monde. Après le générique. Alors, on entend beaucoup parler aujourd'hui du maître intérieur, que nous n'avons pas besoin de maître à l'extérieur. Cette vidéo est très complémentaire à celle sur la notion, l'arnaque, pour moi, de la souveraineté individuelle. Je vous renvoie soit en haut à droite de votre écran, soit dans la description sur cette vidéo parce que c'est tout à fait complémentaire. C'est le même problème. Le maître à l'extérieur a pour fonction de réveiller le maître à l'intérieur, le véritable maître. Les soufis nous disent que nous avons deux égos. Un égo réel, le vrai moi, et un égo usurpateur. Je vous renvoie pour une allégorie vers le conte que j'ai mis en ligne, le réveil du roi, une allégorie de ce travail intérieur. L'ego usurpateur, qu'on appelle chez nous ego, si on a bien compris de quoi il s'agissait dans cet ego, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc cet usurpateur intérieur est devenu le maître des lieux. C'est comme si j'avais une maison de maître et que j'avais déserté cette maison et que en désertant cette maison, quelqu'un, un squatter, était venu prendre la place et se faisait passer pour moi. Quand les gens se présentent, c'est lui et ses serviteurs qui répondent et qui disent que c'est bien leur maison et que l'usurpateur est le maître de la maison. Pourquoi est-ce que j'ai déserté cette maison? Il y a tout un tas de raisons. Mais la raison la plus fondamentale, c'est que j'arrive au monde en étant dans une vulnérabilité totale, absolue. La totalité des animaux sont très autonomes en naissant. Certains peuvent déjà se nourrir eux-mêmes, se déplacer, ont extrêmement peu besoin de leur environnement et s'ils en ont besoin, ils en ont besoin pour un temps relativement court. Lorsque nous naissons, si on nous plaçait au milieu d'une pièce, nous resterions au milieu de la pièce. Nous n'avons aucun moyen d'aller chercher à manger, d'aller chercher la chaleur, d'aller chercher de l'eau pour nous hydrater. Nous sommes pour cela entièrement à la merci de notre environnement de soutien, l'environnement qui nous accueille. Et nous avons la sensation viscérale que nous devons absolument tout faire pour mériter et garder l'approbation de ces gardiens, parce que de leur attitude envers moi dépend ma survie. Donc j'ai besoin de l'approbation. Je vais quêter les signes d'approbation et de désapprobation pour rester dans des comportements qui sont totalement acceptables,
même si je joue le rôle du rebelle ou le rôle de celui qui s'impose et qui prend le leadership, c'est parce que j'ai compris que c'était ma manière d'exister et de survivre dans cet environnement. Si l'éducation était juste et parfaite, cela n'arriverait pas. Mais pour des raisons évidentes que j'ai déjà abordées, l'éducation n'est pas une éducation vers l'épanouissement de l'être et de ses qualités, mais c'est plutôt une forme de conditionnement. Tu dois être gentil, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois être sage, tu dois être fort, tu dois savoir beaucoup de choses, tu dois bien travailler à l'école, si tu veux notre affection. Ça part évidemment toujours d'une bonne intention de la part des parents, des éducateurs, mais c'est vicié dès l'origine. Tu n'as pas le droit d'être ce que tu es. Si tu veux notre amour, notre attention, il faut que tu la mérites, il faut que tu viennes la chercher. Donc l'enfant que nous sommes comprend qu'il n'a pas le droit d'être et d'exister pour ce qu'il est et crée un artifice, un moi artificiel qu'on appelle la personnalité. Persona, ça veut dire masque en latin. Donc je crée un masque. Et plus ce masque reçoit de l'attention positive ou négative de l'extérieur, plus je renforce la croyance que ce masque, c'est moi, que je suis cette personnalité et rien d'autre. Je peux aspirer, une fois adulte, à une forme de spiritualité. Je peux me convaincre que je suis éveillé, mais c'est un aspect de cette personnalité, en général, qui crie haut et fort qu'elle est libérée de la personnalité. Donc, la personnalité est un ensemble de schémas de comportement, de réflexes que j'ai acquis par réaction aux attentes réelles ou supposées de l'extérieur, les attentes que j'ai intériorisées et interprétées, que j'ai fait miennes et auxquelles je continue de me soumettre une fois adulte, même à 70 ans. Parce que le surmoi, cette instance psychique qui est un peu le gendarme de mon monde intérieur et de mes comportements, me dicte la conduite qui est bonne et qui renforce mon sens de l'identité et la conduite qui est mauvaise parce qu'elle viendrait menacer mon sens de l'identité. Et parfois, je crois même obéir à ma conscience en obéissant à mon surmoi. C'est une des manifestations de cet usurpateur intérieur. Quelque part, derrière ce besoin d'approbation se cache une peur fondamentale que l'on pourrait résumer. On trouve 9 peurs dans l'énéagramme, les peurs originelles ou les peurs primaires, que l'on pourrait résumer et synthétiser autour de la peur fondamentale dont les autres peurs ne sont que des variations, la peur de la séparation d'avec mon environnement, avec le monde, avec les gens que j'aime, et de l'annihilation. L'annihilation étant la séparation ultime d'avec absolument tout. C'est une peur fondamentale qui se loge au plus profond de mon psychisme et qui, comme un moteur, gouverne absolument tous les étages de ma personnalité, de ma construction mentale. Cette identification de ma conscience à une personnalité produit ce qu'on appelle un ego, une instance, une sensation, un sentiment de conscience de soi, mais identifié à une construction mentale. Ayant conscience de la fragilité et de l'irréalité de cette construction mentale, je suis en insécurité permanente parce que cette image peut être constamment menacée, réduite à néant. Donc j'utilise tout un tas de mécanismes intérieurs, des pièges d'illusion, des mécanismes de défense, des mensonges, des tampons, comme on dit dans la 4e voie, pour justifier et maintenir un semblant de cohésion dans une personnalité qui est totalement désunifiée, qui est fragmentée, qui est composée de différentes pulsions, différentes compulsions, différents moi. Jung parlait de la fragmentation du moi, mais M. Gurdjieff parlait de la division du moi. Nous sommes divisés. Satan dit dans l'Évangile, je suis légion. Et on peut voir, sur le plan métaphysique, dans notre microcosme, Satan comme étant l'usurpateur, le Dieu déchu, l'ange déchu, notre conscience déchue qui s'identifie à une construction mentale, un ensemble de conditionnements, de réflexes, d'automatismes, de mécanismes. On dit aujourd'hui de schémas. Vous pouvez approfondir cette notion, toutes ces notions dans les vidéos dont je vous mets le lien, une playlist en haut à droite de votre écran ou dans la description, pour bien comprendre en profondeur la situation de l'être humain. Et du coup,
le rôle du maître extérieur. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un sentier qui me conduit à moi-même? Parce que je me suis éloigné de la maison. J'ai quitté la maison et j'ai besoin de revenir à la maison. Je me suis éloigné de moi-même. C'est la parabole du fils prodigue dans l'Évangile. J'ai demandé ma part d'héritage, j'ai quitté la maison de mon père, ma vraie demeure, et je suis parti explorer le monde extérieur. Et si tout va bien, à un moment ou un autre, lorsque je me rends compte que je suis appauvri, que je suis malheureux, qu'il me manque quelque chose, je me rappelle de la maison de mon père et je commence à entreprendre le voyage. Sauf que dans les conditions qui sont les nôtres, ce voyage est extrêmement difficile. Il est semé d'embûches et j'ai besoin d'un groupe pour le faire, d'une équipe et d'un guide qui connaît le chemin, qui connaît les embûches, qui connaît les pièges, qui sait les matériaux, les outils, les vêtements dont je vais avoir besoin dans tel ou tel endroit, qui connaît la destination et qui connaît le cheminement. Ma conscience, identifiée à une construction mentale, cultive tout un tas de désirs qui ont pour fonction de nourrir l'identification à la personnalité, de maintenir cette personnalité dans une fausse cohérence et dans une forme de satisfaction. Je suis dans l'insatisfaction permanente puisque j'ai quitté ma vraie demeure et je projette le désir fondamental qui est celui de revenir à la maison, qu'on appelle la flamme. Je le projette dans d'innombrables désirs qui m'éloignent encore et encore de moi-même. Si le désir fondamental de revenir à la maison, de retrouver le contact avec mon être le plus profond émerge, il est souvent noyé parmi les autres désirs. Mais s'il est assez fort et si je l'entretiens, les autres désirs vont progressivement se mettre au diapason de ce désir fondamental puisqu'ils n'en sont que la projection. Une projection qui m'éloigne au lieu de me rapprocher. On va en venir à la notion de New Age, cette attente d'un nouvel âge, un âge d'or, qui est une constante de l'humanité depuis très longtemps, une attente un peu messianique quelque part, même si là on n'attend pas un messie en personne, mais on attend un messie sous la forme d'un âge d'or qui va advenir spontanément, une forme d'évolution globale de l'humanité, un bond de conscience. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'évolution globale de l'humanité sans une évolution individuelle d'une grande partie de ses membres. Donc attendre une évolution extérieure, un âge d'or, c'est attendre le Messie. Et donc le piège du New Age qui vient de la Lucy Trust, qui semblait se nommer autrefois la Lucifer Trust, donc qui est une récupération de certains concepts, de certaines traditions, pour en faire une forme de, non pas de synthèse, mais un syncrétisme qui amène les gens, les êtres, dans une mauvaise direction, vers ce qu'on pourrait appeler la fausse lumière. Et énormément de nos contemporains sont empreints de ces concepts du New Age, alors même qu'ils semblent parfois dénoncer le New Age. Il y a un aspect très pernicieux qui a infiltré les consciences et qui nous donne l'impression que nous sommes sur une voie d'évolution vers ce nouvel âge d'or, tout en nourrissant un fantasme, un ego spirituel, un nouveau moi spirituel, mais en aucun cas il ne s'agit d'une évolution. Donc le piège du New Age nous amène à une forme de syncrétisme des traditions en rejetant certains aspects les plus fondamentaux, par exemple l'importance d'un maître, d'une transmission. Et la notion de souveraineté individuelle est pour moi une conséquence de ce travail au niveau des consciences de ces sphères du New Age. Je ferai une vidéo plus détaillée dessus, ce n'est pas le sujet. Mais parmi les pièges du New Age, l'un des plus importants, c'est j'écoute le maître intérieur, je n'ai pas besoin d'un maître extérieur, je n'ai pas besoin d'un enseignement, je vais lire des canalisations, je vais regarder des vidéos sur YouTube, un peu de ci, un peu de ça, je fais mon propre mélange, ma propre sauce à partir d'un enseignement qui est déjà une sauce, et j'ai l'impression d'évoluer. Ça occupe mon temps, ça occupe mon esprit, ça me fait du bien, ça me soulage de regarder certaines vidéos, mais il n'y a pas d'évolution sur le plan vertical. Il y a acquisition de nouvelles croyances,
de nouvelles compétences, connaissances peut-être sur la psychologie, le fonctionnement de ma personnalité par exemple, mais il n'y a pas de verticalisation. Or, le travail initiatique, c'est le travail qui nous conduit à la verticalité, au moins à la verticalisation. Et dans cette quête de la verticalisation, j'ai besoin d'un maître. Et qu'est-ce qu'on entend par verticalisation? Eh bien, il faut avoir en tête, et ça c'est peut-être l'un des aspects les plus importants de toute initiation, c'est qu'il existe 4 états de conscience. La conscience, quelque part, c'est notre attribut le plus important. C'est même ce que nous sommes. Et la conscience subit des états dégradés et des états évolués. 4 états de conscience. Ici, il y a un plateau de verre qui est très difficile à dépasser. Les états que nous connaissons, nous, habituellement, sont les états du sommeil, la nuit, lorsque nous dormons. Et là, nous pouvons vivre dans un état de rêve. Et l'état de conscience de veille ordinaire, le jour, mais qui est en fait un état très proche du sommeil, dans lequel nous ne sortons pas vraiment du sommeil, et le rêve est remplacé par l'illusion, les représentations des stoïciens dont je vais parler. La Maya des hindous, l'état d'illusion et d'hypnose, de rêverie intérieure dans lequel nous vivons, comme dans le film Matrix, dont je vais également parler. Ce plafond de verre est très difficile à dépasser. Si je dépasse ce plafond de verre, j'atteins un troisième niveau de conscience qu'on appelle la conscience de soi, qui est en fait l'état intermédiaire vers la véritable conscience, qu'on appelle la conscience objective. Le véritable éveil se situe ici. Mais ici, par rapport à ces états-là, c'est déjà un état d'éveil. L'éveil est relatif parce qu'il y a des degrés d'éveil qui dépendent de l'état de notre conscience. Donc le travail de verticalisation, c'est de passer du sommeil à l'éveil en passant par la conscience de soi. Ici, nous sommes complètement coupés de la réalité lorsque nous dormons. Nous sommes complètement dans l'illusion. Ici, nous sommes plus en contact avec la réalité, mais une réalité sur laquelle nous projetons tout un tas de rêves, de fantasmes, d'imagination. Ici, nous sommes beaucoup plus en contact avec la réalité, et notamment la réalité intérieure. Nous nous connaissons nous-mêmes. Et ici, nous avons accès à la réalité objective, à l'intérieur et à l'extérieur. Nous percevons la réalité exactement telle qu'elle est. Et simplement, avant de passer à autre chose, ces états de conscience sont très clairement aux états de l'attention. On peut voir 4 états de l'attention. L'attention dispersée, lorsque nous sommes complètement absents et pensons à tout à fait autre chose que ce que la personne est en train de nous dire en face de nous, ou de l'environnement tel qu'il est autour de nous. L'attention captivée, je suis pris dans un livre, dans une télévision, par le discours d'une personne. Je suis aimanté, mais il y a un côté prisonnier, je suis captivé, captif. L'attention concentrée, je fais un effort pour être attentif à quelque chose. Ça demande un effort et ça demande un peu plus de volonté. Et puis l'attention divisée qu'on appelle le rappel de soi. Et le rappel de soi est justement la clé fondamentale, la clé principale qui conduit de l'état de veille ordinaire à l'état de conscience de soi. Même si ça ne suffit pas, nous allons voir pourquoi. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide si je n'ai pas quelqu'un qui est installé de manière plus ou moins durable dans cet état de conscience de soi, qui me donne les indications et qui me donne, plus que les indications, nous allons le voir, les outils nécessaires à franchir ce plafond de verre, cela va être extrêmement difficile, pour ne pas dire quasiment impossible. Je vais rester dans l'état de veille ordinaire dans lequel je rêve que je suis en train de m'éveiller, je rêve que je suis en train de travailler sur moi, je rêve que je suis en train d'évoluer. Le maître, lui, va me donner des outils concrets et des moyens de vérifier que je suis bien dans un état d'inconscience et de rêve et que je ne suis pas dans un état de conscience de soi. Comment? En m'aidant à observer les effets de cet état de mécanicité propre à la conscience de veille et à goûter et expérimenter des moments de conscience de soi qui vont me permettre de réaliser de manière fulgurante la différence entre ces deux états par l'expérience. Ce n'est pas des croyances qui va m'inculquer, ce n'est pas forcément des outils de développement de soi au sens de développement personnel, ce sont des outils d'expérimentation pour vérifier par notre expérience personnelle, intérieure, l'état dans lequel nous sommes et pouvoir le comparer à cet état auquel nous aspirons peut-être.
J'insiste sur le fait que dans l'enseignement auquel je me réfère, la quatrième voie, il n'y a pas de notion de maître. Pas dans le sens où on l'entend dans la plupart des traditions, un maître qui nous donne sa direction, qui nous enseigne et que nous devons croire, à qui nous devons même obéir, comme dans la tradition monastique. Il y a une raison à cela, c'est-à-dire que l'élève met son évolution intérieure dans les mains de son maître, qui, normalement, sait mieux que lui quel est le chemin, quels sont les pièges, quels sont les outils, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et il obéit de manière à acquérir et travailler cette humilité. Apprendre à obéir au maître extérieur est un intermédiaire dans ces voies qui insistent sur l'obéissance, par exemple, vers l'obéissance au vrai maître intérieur. Mais j'ai besoin de faire émerger ce maître intérieur derrière les bruits de l'usurpateur. C'est comme dans une pièce dans laquelle il y a un orchestre. L'orchestre, c'est l'usurpateur, il fait du bruit. Et le vrai maître, c'est le silence, c'est la toute petite mélodie qui ne filtre pas à travers les bruits de l'orchestre. Donc j'ai besoin de me rendre de plus en plus sensible, d'affiner mon ouïe pour pouvoir entendre le silence derrière le bruit, voire d'apprendre à désactiver au moins momentanément certains instruments et plusieurs instruments pour commencer à entendre la mélodie, même ponctuellement, puis de plus en plus être capable de la reconnaître à travers le bruit. J'ai reconnu la mélodie, j'ai reconnu son rythme, j'ai reconnu les instruments, j'ai reconnu la vibration et j'arrive par moments à la reconnaître malgré le bruit. Et plus je la reconnais, plus le bruit s'estompe. Dans n'importe quelle discipline un petit peu compliquée, j'ai besoin d'un professeur. Si je veux apprendre le piano classique, la musique classique, j'ai besoin en général d'un professeur. Rares sont les personnes autodidactes qui arrivent à travailler suffisamment et dans la bonne direction sans acquérir des défauts qui seront très difficiles à corriger, voire impossibles, sans l'aide d'un professeur. Le professeur a connu ce cheminement. Prenons un professeur de piano classique. Il a connu les difficultés, il sait ce qui a fonctionné pour lui, ce qui n'a pas fonctionné. Il a l'expérience de plusieurs élèves et il a pu voir que certains élèves étaient sensibles à une méthode alors que d'autres étaient sensibles à une autre approche. Donc il sait s'adapter à la personne tout en transmettant les bonnes méthodologies, les bons, les bons comportements musicaux, la bonne posture face au piano, la bonne détente des mains, le bon positionnement, etc. Et il va donner des exercices qui dépendent du niveau de l'élève pour le faire progresser petit à petit. La discipline intérieure, la quête initiatique, est probablement l'entreprise la plus difficile et la plus délicate dans ce monde. Peut-être plus que d'apprendre le piano, la guitare classique, les arts martiaux. Parce que nous devons faire face à des pièges extrêmement subtils qui sont rodés depuis des décennies et qui nous font prendre des vessies pour des lanternes. Nous vivons dans l'illusion et au sein du rêve, nous essayons de nous réveiller, mais nous rêvons que nous nous éveillons. Il y a de fortes chances que nous ne fassions que rêver que nous sommes en train de nous éveiller, voire que nous sommes déjà éveillés. Or, il y a des outils qui ont prouvé leur efficacité depuis des millénaires. Il y a des signes objectifs du sommeil de la conscience et de l'éveil de la conscience. Nous vivons dans un état de sommeil. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas présents à nous-mêmes quand nous faisons les choses. Elles se font mécaniquement à travers nous. Tout arrive, tout se fait. Ça parle à travers moi, ça ressent, ça exprime telle émotion, ça parle, ça pense, ça croit. Et tout cela, tous ces mécanismes en nous, si nous sommes lucides, nous voyons bien que nous fonctionnons selon certains schémas sur lesquels nous n'avons pas vraiment de contrôle. Et parfois, le problème du travail, notamment en développement personnel, c'est que nous pouvons voir de plus en plus ces schémas, mais nous ne pouvons pas nous en défaire. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous en défaire alors même que nous en sommes apparemment conscients? C'est justement ce que nous allons aborder tout à l'heure dans la notion de savoir et d'être. Si j'apprends une discipline comme le piano sans un enseignant, je vais peut-être avoir une mauvaise posture physique, une mauvaise position de mes doigts, des erreurs de lecture de solfège, des erreurs de compréhension. Et je vais travailler, travailler, travailler et renforcer, cristalliser ces erreurs et elles seront quasiment
impossible à rectifier. Sur le plan intérieur, c'est encore plus pernicieux parce que, en général, je commence ce travail à partir d'un moi, l'un des nombreux moi qui a envie d'acquérir certaines qualités, qui a compris peut-être qu'il y avait une possibilité de s'éveiller à sa vraie nature et ça me donne envie. C'est un nouveau désir qui émerge. Si ce désir est orienté dans la bonne direction, il va aller nourrir cette reconnexion à mon être. Si il est orienté dans la mauvaise direction, il va renforcer mon identification à la personnalité et m'amener sur un chemin qui va m'éloigner encore plus, tellement plus de mon être qu'il sera quasiment impossible d'y revenir. Je me serai réellement perdu. Donc, pour aborder le quatrième point, l'essence, la personnalité, l'ego, quels sont les éléments qui me constituent? Je parlais tout à l'heure de l'ego réel et de l'ego usurpateur, dans le vocable, le référentiel des soufis. Mais on parle exactement de la même chose dans toutes les traditions. Dans le christianisme, nous parlons du nouvel homme et du vieil homme. Le vieil homme qui doit mourir pour que le nouvel homme puisse naître. Dans le chamanisme ésotérique, selon Louis Sansa, nous parlons de l'être, ce que nous sommes en réalité, et la créature, ce que nous avons créé, une construction mentale. Nous parlons dans la tradition de l'énéagramme et de la quatrième voie de l'essence et de la personnalité. La personnalité, comme son nom l'indique, c'est un masque. Je mets un masque et je mets même de multiples masques selon les circonstances, en ayant l'impression que chaque masque est moi. Malgré l'incohérence de mon comportement, la manière dont je me comporte en famille et au travail ou avec des amis ou avec des personnes que je ne connais pas, radicalement différentes, les choses que je vais ressentir, les choses que je vais penser même, que je vais croire, vont être différentes, que je vais manifester, vont être différentes selon les moments, selon les circonstances. Je suis complètement soumis aux circonstances extérieures qui viennent mettre en mouvement des schémas intérieurs que je passe mon temps à justifier pour éviter de voir la situation telle qu'elle est. L'essence, c'est ce qui reste quand le grossier a été ôté. C'est ce qui reste quand le superflu a été ôté. C'est l'aspect le plus réel et qu'on ne peut plus réduire. L'essence, c'est ce qui est vrai en moi. C'est la seule chose qui est vraie en moi. La personnalité, aussi brillante soit-elle, aussi authentique qu'elle paraisse, elle n'est qu'une construction, elle n'est que du vent. Elle est issue de mon éducation et de mon interaction avec le monde et des schémas que j'ai mis en place pour me comporter et survivre dans ce monde, m'adapter à ce monde. Donc, c'est cette essence que nous réprimons, que nous atrophions, que nous refoulons au plus profond d'un espace en nous, que nous laissons dans l'obscurité. Nous créons une forme d'inconscient. Et au plus profond de cet inconscient, au plus noir, nous y réprimons notre essence. C'est le symbole des princesses endormies des contes de fées, dans un sommeil éternel, à moins qu'un prince ne vienne la réveiller d'un baiser. Et notre conscience se plonge, se projette dans la personnalité qui est quelque part l'image de mon vrai moi dans le miroir. Donc je me focalise sur un aspect de cette essence qui se projette dans le miroir, je m'identifie à cette image dans le miroir et je suis bloqué et prisonnier du miroir. Quelque part, j'ai besoin de retraverser le miroir. Mais étant prisonnier de ce miroir, n'étant pas conscient que je suis prisonnier d'un miroir, étant convaincu que je suis ce que je suis et que je ne suis pas autre chose, et que quand on me dit qu'il y a une autre réalité, je crois déjà la posséder, j'ai besoin de quelqu'un qui a déjà franchi le miroir, ou en tout cas qui est capable de s'en extraire à volonté, même s'il vit encore dans le miroir. Dans la matrice, c'est vraiment l'image du film Matrix. Nous sommes endormis et nous rêvons à nos aventures, nous rêvons notre vie, tout en étant plongés dans une sorte de coma, une hypnose individuelle et une hypnose collective. C'est le mythe d'Ulysse quelque part, des marins endormis d'Ulysse. Je ferai une analyse du film Matrix parce que pour moi, c'est exactement de ça dont il est question.
La première matrice qui nous enferme et dans laquelle nous vivons dans l'illusion, c'est cette identification à la personnalité. À partir de là, nous pouvons effectivement être soumis à d'autres formes d'illusions et de matrices, puisque nous sommes déjà dans un état de conscience illusoire, en tout cas un état de conscience endormi, qui fait que le rêve se mélange et se superpose à la réalité. Les stoïciens nous disent, je prends souvent cet exemple parce qu'il est très clair, ce n'est pas le réel qui nous trouble, ce sont les représentations que nous apposons sur le réel, comme un voile, un nuage qui fait de notre passé, de nos peurs, de nos espoirs, de nos doutes, qui filtre les perceptions et viennent tout de suite interpréter, imaginer, se représenter le réel, ce qui produit le trouble, la souffrance, l'émotion désagréable. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en contact avec la réalité extérieure. Nous ne sommes même pas en contact avec notre réalité intérieure. Nous ne sommes même pas en contact avec la réalité psychique au sens ordinaire. Alors de là à être au contact de cette essence profonde et profondément enfouie, derrière toutes ces couches de l'oignon que je ne veux pas voir, parce que ça fait pleurer, parce que ça fait mal, il y a un gouffre, il y a un saut quantique à franchir. Lorsque nous travaillons en groupe, nous nous mettons à nu, et puis les autres se mettent à nu, et puis chacun des membres du groupe fait office de miroir. Nous commençons à voir notre image et nos mécanismes dans ce que nous percevons des autres. Et comme nous sommes dans un travail de conscience aidé par quelqu'un qui aimante cette conscience en nous-mêmes, nous commençons à nous voir objectivement, notamment à travers le groupe et les partages des uns, des unes et des autres. Pourquoi nous possédons ces deux natures? Est-ce que la personnalité est un problème? Est-ce que nous devons quelque part détruire la personnalité? De toute évidence, je dirais non, parce que l'essence, elle est, mais elle ne peut pas agir, elle ne se manifeste pas directement dans le monde. Elle a besoin d'un outil. Donc la personnalité, qui est un masque, est un outil au service de l'essence, la créature au service de son créateur. Il y a une analogie entre le microcosme que nous représentons et le macrocosme dans lequel Dieu s'est fait homme, non seulement pour que l'homme se fasse Dieu, ça c'est important dans ce que nous allons dire, mais avant tout pour se connaître lui-même. On dit dans certaines traditions que Dieu a créé l'homme pour que lorsque l'homme s'éveille, Dieu puisse prendre conscience de lui-même. C'est exactement ce qui se passe dans le microcosme que nous représentons, nous en tant qu'individus. L'essence est venue pour se manifester à travers une personnalité, donc créer, grâce à une éducation juste et un environnement de soutien correct, une personnalité harmonieuse qui sera appelée, aimantée par l'essence, qui va rechercher cette union mystique entre la personnalité et l'essence pour créer ce qu'on appelle la conscience. Donc, c'est une application d'une loi dont je parle souvent, la loi de Trois, que l'on retrouve partout, une essence qui serait éveillée, active, une personnalité qui serait passive dans le monde intérieur, évidemment. L'essence, elle est réveillée, elle est active, elle donne ses impulsions à la personnalité. La personnalité, elle est à l'écoute de l'essence, elle est passive, elle reçoit, c'est la force de réceptivité, la force passive, elle reçoit les impulsions de l'essence et la rencontre entre l'essence et la personnalité harmonieuse qui fusionne de plus en plus produit la conscience. L'essence, grâce à la personnalité, a conscience d'elle-même. Mais ce qui se passe quand l'essence est endormie et la personnalité prend le contrôle, en tout cas l'instance qu'on appelle ego prend le contrôle à travers la personnalité qui est un outil, eh bien à la place de la conscience ici, ça crée un ego. La personnalité a pris le contrôle, a pris l'ascendant. Je suis cette personnalité, je me prends pour la personnalité, l'essence est réprimée, atrophiée, remisée au plus profond de mon inconscient, je suis dans un état d'identification à ma personnalité, ça produit une conscience, mais une fausse conscience de soi. Une conscience qui est factice dès le début, puisqu'elle se prend pour ce qu'elle n'est pas, pour quelque chose qui est faux. Parce que la seule chose qui est vraie en nous, c'est l'essence. Le reste est une construction. Une construction utile, certes, mais une construction. Donc, comme je le disais,
l'essence agit par impulsion, elle insuffle quelque part sa direction, mais elle n'impose pas, elle propose. L'ego agit par compulsion, il impose, il m'impose ses comportements par les 9 grands types de compulsions qu'on étudie dans l'énéagramme, et je n'ai pas le choix. Et donc je mets en place tout un tas de mécanismes pour me convaincre que c'est moi qui agis, que c'est moi qui décide de ce que je fais, alors que cela vient d'un niveau plus profond, d'une imitation dans le miroir de la capacité de l'essence à donner une impulsion, mais dans la rigidité de la personnalité et de l'identification, l'impulsion devient une compulsion, la proposition devient une obligation. Donc le travail initiatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on voit la différence ici, dans ce cas-là, l'essence est active et la personnalité passive. Ici, c'est l'inverse. Je suis dans ce cas de figure-là. Ma personnalité est active, mon essence est endormie et réprimée. Elle est passive. J'ai besoin d'inverser les polarités à l'intérieur. Cette inversion des pôles, elle est d'abord et avant tout une affaire intérieure. J'ai besoin de réveiller cette essence endormie, le prince qui doit réveiller la princesse après des épreuves très difficiles. Et souvent dans les contes, les archétypes du prince, c'est l'un des archétypes, c'est aller chercher l'aide d'un mentor, quelqu'un qui peut lui donner la direction, qui peut l'aider à accomplir lui-même et tout seul sa propre quête de réunification, ses retrouvailles intérieures entre l'aspect yin et yang, la personnalité et l'essence. Il peut aussi avoir l'aide d'une fée qui amène à une touche d'intuition, parce que la, le courage seul ne suffit pas. J'ai besoin d'une force féminine, d'intuition et de réceptivité, d'ouverture, d'accueil, pour visiter les ombres. La Belle au bois dormant est endormie, mais elle est protégée par des buissons de ronces extrêmement touffus qui rendent l'approche extrêmement douloureuse, extrêmement délicate. C'est comme ça que notre essence, nous nous sommes interdits d'aller la visiter, parce que nous savons qu'à côté vivent des ronces très puissantes qui nous font peur. La peur primaire, j'ai besoin d'affronter ma peur primaire, celle qui m'a obligé à réprimer l'essence. Si je ne rencontre pas et que je ne traverse pas cette peur primaire, je ne peux pas retrouver l'essence. Je dois faire face à ces ombres intérieures. Une des choses que l'on entend dans les groupes, c'est tout seul ou toute seule, je n'aurais pas osé visiter tel ou tel espace en moi. Je le fais parce que je suis en groupe avec des personnes bienveillantes, je ne suis pas seul et avec une personne qui me semble compétente et qui sait m'accompagner lorsque ces remontées très violentes, très inconfortables, qui me terrifient, se manifestent et que j'arrive grâce à ce soutien du groupe et de l'enseignant à digérer. Et là, on est bien dans le travail et le rôle du maître, en tout cas de l'enseignant, puisque je répète, dans la quatrième voie, il n'y a pas de maître, il y a un enseignant. La maîtrise dans la quatrième voie dépend non pas du rôle que l'on adopte, mais de notre niveau d'évolution. Et le niveau d'évolution du maître est plus que rarissime. L'homme numéro 5, c'est l'homme qui commence à être conscient, qui a un degré d'éveil suffisant, mais ça n'est pas un maître. L'homme numéro 6 ressemble plus à un maître, mais ça n'est pas un maître. L'homme numéro 7 peut être qualifié de maître. Et à ma connaissance, personne n'en est là, moi y compris. Donc je ne prétends pas être un maître à travers cette vidéo. Ce n'est pas une fausse humilité, c'est une lucidité. Je sais très bien où j'en suis et où je n'en suis pas, et je ne me considère absolument pas comme un maître, mais plutôt comme quelqu'un, un disciple qui chemine et qui peut accompagner d'autres personnes à faire le même travail. En tout cas, orienter le travail. Ce qui m'amène à cette notion, cinquième point, de la différence entre le savoir et l'être et de la nécessité d'un développement équilibré de ces deux aspects de mon monde intérieur. Le savoir appartient à la personnalité et l'être est en lien direct avec l'essence. C'est possiblement même une identité. C'est la même chose. Le savoir dont il est question ici n'est pas le savoir sur le monde, sur ce qui se passe dans le monde, sur la compréhension des phénomènes. Le savoir dont il est question ici, c'est le savoir qui a trait à la connaissance de l'être humain et à ses possibilités de développement intérieur, de réalisation intérieure.
Donc, ce n'est pas savoir comment fonctionne la pluie et le beau temps, c'est savoir comment je fonctionne dans un état aberré de conscience, dans l'état de sommeil, pourquoi je fonctionne comme ça, comment je fonctionne dans un état de conscience supérieur, qu'on pourrait appeler la conscience de soi, et comment je fais pour passer de l'état de conscience ordinaire à l'état de conscience de soi. Et là, passer de l'état de conscience ordinaire à l'état de conscience de soi est une évolution du niveau de mon être. J'ai mis l'être en force passive ici parce que dans le référentiel de la compréhension véritable n'opère et n'advient que lorsque niveau de mon savoir trouve comme réceptacle un niveau d'être suffisant pour l'assimiler. Sinon, ça reste des concepts, des informations, mais je ne les ai pas assimilées. Elles ne deviennent pas une compréhension. Ça n'est pas de la connaissance. Même si j'obtiens des connaissances sur mon fonctionnement intérieur, tant que mon niveau d'être n'est pas suffisamment développé au même niveau que le savoir que j'ai reçu, je ne peux rien en faire. C'est ce qui explique ce que je disais tout à l'heure, à savoir que beaucoup de personnes ont bien conscience de leur schéma, voire de leur part d'ombre, mais ne peuvent rien faire pour modifier quoi que ce soit. Savoir, c'est ici. J'ai des informations et je commence à savoir comment je fonctionne, mais faire, c'est ici. C'est au niveau de l'être. Si mon être n'est pas suffisamment développé, je vois mes mécanismes, mais je suis prisonnier. Donc je commence à être conscient sur la prison dans laquelle je vis, mais je ne peux rien faire, ce qui est encore plus douloureux. Mieux vaut rester dans l'illusion et ne pas savoir que je suis en prison et croire que je suis libre, croire que je suis éveillé, croire que je suis moi, que j'ai trouvé ma vraie nature et que j'exprime mon authenticité, plutôt que de me rendre compte que tout cela est une illusion et ne rien pouvoir faire. Comment se développer intérieurement? C'est en acquérant le vrai savoir de la part d'une personne qui l'a assimilé et en développant mon niveau d'être. Mais avant de vraiment appuyer sur les 3 piliers que le maître ou l'enseignant est censé nous apporter, à quoi il sert, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, j'ai besoin de comprendre qu'il existe 3 sortes d'influences. Je suis soumis tout au long de mon existence, de ma naissance, voire avant la naissance, jusqu'à la mort, voire après la mort, à tout un tas d'influences, des vibrations qui me traversent, mais que l'on peut voir comme des influences qui viennent, comme leur nom l'indique, m'influencer. L'influence la plus répandue, c'est ce qu'on appelle l'influence A, pour les influences de la vie ordinaire, les influences mécaniques, tout ce qui anime mon quotidien, tout ce que mes désirs cherchent à manifester, se nourrir, se protéger, se soigner, s'habiller, réussir, apprendre, se cultiver. L'art, mais au sens ordinaire, parce qu'il existe un art qu'on appelle objectif, se marier, travailler, lire, se distraire, être connu, reconnu, avoir des amis, des relations, des enfants, vouloir s'informer, se réinformer, découvrir la vérité derrière les coulisses de ce monde, etc. Tout cela, ce sont des influences automatiques qui finalement m'amènent à nourrir l'existence et non pas l'être. L'être et l'existence sont 2 aspects différents. Donc dans ces influences A qui sont répandues partout et qui sont plus que majoritaires, ce sont des influences automatiques, on pourrait dire mécaniques, qui m'amènent par compulsion à rechercher ce genre de choses dans l'existence. Le savoir fait partie des influences A, mais la connaissance, non. La connaissance fait référence aux influences C. Ces influences, elles sont issues d'une école initiatique, une école véritable, et elles sont reçues directement. C'est-à-dire que pour une école, soit une école initiatique, il faut qu'elle soit le vecteur de ces influences C, qu'on pourrait appeler influences conscientes. Et ces influences se reçoivent par transmission directe, de maître à disciple, d'enseignant à élève. Il ne s'agit pas forcément de savoir ici, ou d'outils. Il s'agit d'une transmission d'une fréquence, d'une vibration. Comme lorsque je suis à côté de quelqu'un qui est extrêmement en colère, je vais ressentir en moi-même les effets de sa colère. Si je suis en présence de quelqu'un dont l'essence est pleinement éveillée et suffisamment développée, cela va aimanter en moi cette même partie de ma nature. Mon essence endormie va être aimantée par l'essence éveillée
de la personne qui transmet l'enseignement. La transmission d'un enseignement, elle ne peut pas porter de fruits s'il n'y a pas en amont la transmission d'une influence. On pourrait voir comme ce que les soufis appellent la baraka, ou les hindous le darshan, shaktipat. C'est reconnu dans toutes les traditions, y compris la tradition monastique. Le père spirituel insuffle la vie spirituelle à son disciple par le jeu de ce que l'on appelle la bénédiction. Le père biologique la fait naître de manière charnelle, le père spirituel le fait naître de manière spirituelle, en esprit. Et puis les influences B, en fait, c'est la rencontre, c'est la conciliation entre les influences C qui sont jetées dans le courant de la vie mécanique et qui sont des influences qui sont ni mécaniques totalement, mais ni conscientes totalement, que l'on retrouve dans les livres sacrés, les danses sacrées, les rituels sacrés, l'art sacré, etc. Je vous renvoie sur la série dont j'ai parlé tout à l'heure si vous voulez approfondir. Là, on va se concentrer sur l'influence C. Les trois piliers de l'enseignant ou du maître. À quoi sert l'enseignant? À quoi sert le maître dans la tradition initiatique, dans l'enseignement initiatique? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur pour me découvrir moi-même et me retrouver moi-même? Pourquoi ça n'est pas une affaire entre moi et moi? Parce que je vis dans l'illusion. Dans le film Matrix, Neo vit dans l'illusion, il a l'impression de maîtriser les choses puisque c'est un pirate, donc il pirate quelque part la matrice, mais il n'a pas conscience qu'il est endormi, qu'il rêve qu'il pirate la matrice et qu'il se joue de ses fonctionnements. Debout, Néo. Quoi? Tu es dans la matrice. Et alors? Il a besoin de quelqu'un qui d'abord lui parle par un ordinateur interposé et qui ensuite vient à sa rencontre et lui explique et lui propose une pilule, quelque part une influence. Choisis les influences A, la pilule bleue, choisis les influences C, la pilule rouge, ou en tout cas à minima B, mais choisis. Tu as un choix métaphysique. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Ce choix, nous ne le faisons pas forcément en conscience. Si nous sommes sensibles aux influences B, nous nourrissons quelque chose en nous, qu'on appelle un centre magnétique, qui va agir comme un aimant et nous amener à être attirés par une école qui transmet ce qui était à l'origine de ces influences B, à savoir les influences C. Donc, dans la tradition initiatique, le maître, il a trois fonctions. La première fonction, c'est de transmettre une influence particulière, une vibration. Sans cette influence, le travail va rester horizontal, il va rester stérile. Ça peut paraître injuste, ça peut paraître anormal, non démocratique, parce que je suis souverain et que je décide, mais la réalité des choses font que si je n'ai pas cette influence, quel que soit le moyen de cette influence, la manière dont ça procède, c'est pas quelque chose qui est sous le contrôle, c'est quelque chose qui traverse et qui agit selon sa propre direction, selon sa propre intelligence, mais qui a besoin d'un canal, de quelqu'un qui a reçu cette influence, qui l'a laissé croître en lui, qui a travaillé sur le terrain pour que cette influence fasse ce qu'elle a à faire, nourrisse ce qu'elle a à nourrir, et qui ensuite est capable de transmettre cette influence. À ceux qui ont, il sera donné en surcroît, à ceux qui n'ont pas, il sera ôté. Les soufis nous disent,
celui qui n'a pas de maître a Satan pour maître, l'usurpateur, l'ego. Donc si je n'ai pas de maître à l'extérieur et que je n'ai pas fait ce travail de réveil du maître intérieur, je peux le nommer maître intérieur si je veux, mais j'obéis à un usurpateur. Donc la fonction peut-être la plus importante du maître ou de l'enseignant, c'est la transmission d'une fréquence, d'une influence qui vient féconder. J'ai beau travailler mon terrain, labourer, à mettre plein de nourriture, amender mon sol, enlever les ronces et toujours entretenir. Si je ne viens pas féconder avec des graines, rien ne va pousser. En tout cas, surtout pas les tomates et les concombres que j'espérais. Il faut que quelque chose vienne déposer un germe. Et ça, c'est le rôle de l'influence, c'est par transmission directe. Une fois cette influence transmise, ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas d'aller auprès d'un maître en Inde, recevoir son darshan 1 heure tous les jours et repartir dans sa vie comme avant et penser que ça va me transformer. Tant que je reste au contact du maître, je vais être sensible à son influence et encore, au bout d'un moment, mes mécanismes vont reprendre le dessus et je vais me mettre à douter. Mon ego va récupérer cette influence. Donc ça ne suffit pas. J'ai beau jeter une graine au sol, si le sol, je ne l'ai pas préparé, la graine, elle va sécher, elle va être mangée par le premier oiseau qui vient. Donc, le deuxième pilier du maître, c'est de transmettre un savoir, mais le savoir initiatique, qui concerne la connaissance de soi, la connaissance de son fonctionnement, en tout cas les bases d'expérimentation. Il ne s'agit pas d'un cours magistral pendant lequel le maître va donner tout un tas d'informations et de concepts que l'élève doit croire sur parole. Dans la 4e voie, en tout cas, ça n'est pas du tout comme ça que l'on opère, c'est-à-dire que l'enseignant donne des pistes, des premières clés de savoir et demande à l'élève de vérifier dans son fonctionnement, dans son travail au quotidien. Et donc, ce mélange entre un savoir et des outils d'expérimentation pour vérifier ce savoir permet, par l'observation de soi et l'attention, la vigilance particulière qui est demandée à l'aspirant, va développer son être, permet de développer son être, de réveiller cette princesse endormie, de réveiller cette essence et de développer l'essence. L'essence n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'éveil de l'essence et le rétablissement des pôles pendant lequel l'essence peut redevenir active et la personnalité redevient passive. La personnalité va être harmonisée spontanément par le travail de l'essence. L'essence qui se réveille et la conscience de soi qui se réveille va harmoniser ma personnalité puisqu'elle harmonise mes fonctionnements. J'ai déjà dit que nos fonctions se comportaient de manière différente dans l'état de conscience ordinaire et dans l'état de conscience de soi. Le développement de l'être m'amène à visiter ce qu'on appelle un état de conscience de soi. Et cet état de conscience de soi vient harmoniser mes fonctions, puisque j'ai une grande lucidité sur mon état intérieur, sur la manière dont je fonctionne. Et là où il y a lucidité et conscience, il y a maîtrise. Ce n'est pas un contrôle. L'ego contrôle, parce qu'il limite la maîtrise de ma conscience. La conscience maîtrise, parce qu'elle peut imposer sa volonté à mes fonctions, alors que l'ego contrôle et il impose sa propre volonté à mes fonctions, qui agissent par compulsion et plus par maîtrise et par impulsion. Quelque part, la personnalité reçoit les influences de l'essence, les inspirations, les guidances, les impulsions, mais elle doit faire preuve de volonté pour maîtriser ses fonctions et actualiser dans son fonctionnement au quotidien, dans sa vie, la demande de son essence. Elle n'agit pas par compulsion, elle me donne une direction, à charge pour moi d'avoir la capacité suffisante d'attention et de volonté, de maîtrise, pour pouvoir incarner ce qui m'est demandé par l'essence, ce qui m'est insufflé plutôt. Le groupe de travail représente une sorte de matrice dans laquelle, étant en sécurité, étant tous dans la même dynamique, comme une cordée, nous faisons l'ascension d'un mont et nous avons besoin les uns des autres. Certains vont aller plus vite au début, puis vont se fatiguer et vont avoir besoin d'aide ou de l'expérience. Mets ton pied ici, ne fais pas ça, mets ton piolet comme ça, etc. Donc dans un groupe dans lequel chacun commence à
se voir tel qu'il est et se mettre à nu quelque part, partager ses prises de conscience en sincérité, je vais me sentir en sécurité pour pouvoir ôter mon masque, pour me voir moi-même et accepter de montrer la réalité de mes fonctionnements aux autres. Alors, une alchimie opère, une prise de conscience émerge parce que l'enseignant transmet l'influence qui permet ce réveil de la conscience. Il parle et il agit lui-même à partir de cette conscience de soi. Donc s'il n'est pas capable de se trouver, de se maintenir dans cette conscience de soi, il n'a absolument pas l'autorité et la légitimité pour accompagner un groupe de travail. Sinon, il projette ses propres filtres, ses propres perceptions, ses propres ombres sur les autres et il les emmène vers la perdition plutôt que vers le sommet de la montagne. Si ces ingrédients sont réunis, un travail est possible. Donc le rôle du maître est de représenter à l'extérieur le maître intérieur et de nous aider à opérer ce basculement des pôles à l'intérieur, ce basculement entre l'essence et la personnalité, aider l'essence à redevenir active, remettre la personnalité à sa place, unifier et harmoniser la personnalité pour en faire un outil digne de cet être que je suis, quelque part pour en faire le serviteur de Dieu. Dans mon monde intérieur, mon microcosme, l'essence représente le Dieu de mon univers et la créature représente l'homme de mon univers, celui ou la femme, celui ou celle qui se manifeste, qui existe dans la manifestation. Donc, en termes religieux, j'ai besoin de devenir le serviteur de Dieu. Ça veut dire en termes métaphysiques, pour nous-mêmes, j'ai besoin que ma personnalité puisse se mettre au service de l'essence. Mais si elle reste désorganisée, non unifiée, à la merci de luttes internes, elle ne peut pas être un serviteur pour mon essence. L'essence reste en retrait. Le maître de la maison ne reviendra pas si les serviteurs se battent pour prendre le contrôle, obéissent à un usurpateur dans l'ombre qui a pris sa place. Le maître ne peut pas revenir. Mais si quelqu'un met de l'ordre dans la maison, l'un des serviteurs, c'est une image de M. Gurdjieff, c'est une image qu'on retrouve dans les contes. Si l'un des serviteurs commence à essayer de mettre de l'ordre dans la situation, à nommer un intendant qui va permettre d'essayer de remettre chacun des serviteurs à sa place et d'éviter que le jardinier ne s'occupe du travail de la nurse et que le cuisinier s'occupe du travail du comptable, alors qu'il n'en a pas les qualifications, si l'intendant arrive à remettre chacun à sa place, un début d'harmonie règne, un début d'équilibre règne dans la maison et le maître peut revenir. À partir du moment où le maître est revenu, le maître extérieur n'a plus besoin d'être. On peut trouver ça dommage de mettre son autorité dans les mains de quelqu'un d'autre, mais de toute façon, selon notre propre niveau d'être, notre aspiration, nous serons attirés ou aimantés par la personne qui nous correspond. Si nous tombons sur un imposteur, c'est que nous étions à la recherche de ce genre de personne. Et peut-être que ça permettra une prise de conscience et d'être orienté magnétiquement vers la bonne personne. Donc faisons confiance, nous allons rencontrer les personnes par aimantation que nous devons rencontrer, qui nous correspondent. Donc je remets provisoirement mon destin entre les mains d'une personne parce que j'ai reconnu que cette personne incarne ce que moi je recherche, donc elle a les moyens de m'aider à incarner moi aussi ces aspects de mon essence, ces valeurs, ces vertus de mon essence, ces modes de perception du monde depuis l'essence que je pressens exister en moi, dont j'ai une forme d'intuition que j'aspire à retrouver. Cette princesse endormie que j'ai envie de réveiller. Le maître à l'extérieur n'est qu'un mentor qui va me montrer la direction, me donner les outils et me donner le carburant nécessaire pour faire le voyage. Mais il ne fera pas le voyage à ma place. Il va me rendre autonome. Je suis en prison. Et puis, j'aimerais me sauver. Je veux bien croire ce qu'on me dit, que je suis en prison, mais j'ai besoin de le vérifier. J'ai besoin de m'en rendre compte expérimentalement. Tant que j'obéis à mon surmoi, je reste dans les zones de la prison que les gardiens m'autorisent à visiter, aux heures et au moment où ils m'autorisent à les visiter. Donc les gardiens sont contents et ne me cherchent pas de problème. Si je commence à aller visiter ces mêmes endroits à des heures auxquelles on m'interdit
ou alors d'aller visiter des endroits qui me sont strictement interdits, les gardiens vont commencer à se réveiller. Donc je vais rencontrer des résistances à l'intérieur, mon surmoi, mes mécanismes de défense. Et là, c'est bon signe. Là où ça résiste, c'est la porte de sortie. Donc une fois que j'ai pris conscience que j'étais bien en prison, qu'on m'autorisait à aller à certains endroits, à certains moments, mais pas à d'autres moments et surtout pas à d'autres endroits, et que je commence à essayer, je fais face à d'énormes résistances dans cette prison intérieure, cette matrice intérieure. Les gardiens de la matrice, les agents de la matrice sont à l'intérieur. Je vais me rendre compte que seul, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gardiens, et les gardiens se focalisent sur moi et je n'ai aucune marge de manœuvre. Mais si je demande l'aide d'autres prisonniers, si nous sommes plusieurs à tenter de nous évader, nous avons plus de chances, mais nous ne savons pas comment faire. Nous ne savons pas quels sont les moyens de sortir de cette prison. Mais si, par notre aspiration, notre recherche intense, nous trouvons quelqu'un qui, alors qu'il a l'air d'être un prisonnier comme les autres, sort à volonté, il n'est pas libre totalement, mais il peut sortir à volonté, même s'il est obligé de revenir, nous pouvons lui demander son aide. Il lui a fallu du temps pour comprendre, il lui a fallu des années pour mettre en place les outils, créer les clés qui permettront de sortir, d'ouvrir certaines portes, et les clés suivantes pour ouvrir d'autres portes, et les moments où on peut y aller, les moments où on ne peut pas y aller, les pièges que l'on va rencontrer, les caméras qu'il faudra déjouer. Donc il va nous former, il va nous informer, il va nous aider à créer les outils, les clés, les matériaux dont nous aurons besoin. Il ne fera pas le chemin à notre place. Il nous montrera le chemin. Voire il nous l'indiquera. C'est à nous de le faire. Petit à petit, nous allons créer les outils, mais ils ne fonctionneront pas tout de suite. Nous avons besoin de les affiner, de les perfectionner. Et les outils nous permettront d'aller dans une certaine pièce, mais pas de dépasser cette pièce. Nous aurons besoin d'autres outils, d'autres matériaux, et ainsi de suite. Mais avec patience et persévérance, nous commençons à maîtriser ces outils, nous commençons à connaître de plus en plus le chemin, nous nous perdons de moins en moins. La prison est très grande et au point de départ, on se perd très longtemps avant de retrouver la porte qu'on avait réussi à ouvrir. Et à force de se perdre et de se retrouver, nous trouvons beaucoup plus facilement le chemin et à force de patience, de persévérance, de beaucoup de vigilance, nous pourrons trouver la porte de sortie. Nous serons obligés de revenir dans la prison parce que nous ne sommes pas complètement libres, mais nous connaissons le chemin. Et à notre tour, nous pouvons aider certains autres prisonniers à faire le même chemin, à se libérer de la prison dans laquelle ils se trouvent et dont la majorité des gens n'ont même pas conscience. Paradoxalement, nous sommes obligés de remettre notre autonomie et notre liberté à une personne à l'extérieur parce que nous avons reconnu qu'elle incarnait ces aspects que nous pressentons en nous, mais que nous ne pouvons pas contacter et que nous aspirons à incarner. Nous la reconnaissons chez l'autre et nous comprenons que cette personne a la possibilité de nous aider à trouver ces espaces en nous. Les agents de la matrice sont en nous, mais l'espace de liberté est aussi en nous, si nous déjouons les agents de la matrice. Donc, je donne mon autorité à un maître extérieur en qui je fais confiance. Je vais être attiré par les personnes qui me correspondent, quoi qu'il arrive, donc je peux faire confiance. Et si je me trompe et que je tombe sur un imposteur, peut-être que ce sera l'occasion d'une prise de conscience et que je vais grandir grâce à cette prise de conscience et peut-être me laisser orienter vers la personne qui me correspond et qui a vraiment la qualité nécessaire, la légitimité pour m'aider à traverser les défenses de la prison, pour m'aider à retrouver cette liberté à l'intérieur.